Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme d'habitude de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Quel était le programme de ta semaine ? Bonjour à tous, bonjour Kira. Semaine assez chargée niveau travail, comme toujours. En ce moment, les périodes sont compliquées pour toi comme pour moi, mais on trouve toujours le temps évidemment de jouer ou de mater des séries. Une semaine ne faisant pas l'autre, je suis toujours sur Zelda. Donc je crois que ça fait 3 semaines d'affilée que je dis que voilà, le jeu auquel je joue en ce moment c'est Zelda. Mais Kira, il y a trop de choses à faire dans ce jeu. C'en est presque déroutant parfois, je sais même, j'avance pas dans l'histoire, enfin bref, Oui, c'est vrai. Zelda. Sinon j'ai eu l'occasion de tester un petit jeu indé qui est sorti il y a pas très longtemps sur PlayStation, qui est Humanity, un jeu un peu casse-tête où il faut gérer, tu sais, une masse de foule et tout, enfin ça va être très 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 bien, j'en ferai une chronique à l'occasion. Et j'ai continué de jouer à Wingspan, donc vous avez ma chronique sur le jeu dans le dernier podcast si vous l'avez raté, un jeu de société, un jeu avec des piafs comme dirait Kira, qui est vraiment très très bien, donc je vous le conseille. Moi pareil, semaine chargée en travail, bon j'ai quand même fait un petit peu de passion derrière, hein, c'est important. J'ai commencé le jeu Planet of Lana qui est sorti sur Xbox. Ah oui. Ouais, je suis pas, c'est pas mon style à la base, donc c'est très beau, hein, mais je m'ennuie un peu. Je joue à mon test de la semaine prochaine, donc je vais pas vous le divulgacher, je ne vais rien dire. Je me suis remis un petit peu sur Final Fantasy XV en attendant Final Fantasy XVI, histoire d'être dans l'ambiance, on va dire. Et j'ai commencé la série Fubar avec Arnold Schwarzenegger, qui est vraiment nul à chier, mais vraiment. C'est toi qui es fan pourtant. Moi qui est fan, hein, quand même. On dit la cécité du fanboy, mais là non, il y a vraiment rien à sauver, même pas son interprétation en fait. Donc non, c'est vraiment très 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 décevant en tout cas. Et à côté, j'ai un peu craqué. Je me suis commandé une PlayStation 5 avec Final Fantasy XVI que je vais recevoir à la sortie du jeu du coup le mois prochain. Donc ça. La classe. On va pouvoir faire une belle chronique à deux sur ce jeu. Voilà, c'est ça, une chronique Final Fantasy XVI en duo. Au niveau du programme, tu nous proposes quoi cette semaine ? Alors, on va parler, pour notre plus grand bonheur, de NFT. Aïe, 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 le sujet que tous les gamers adorent. On va parler après, évidemment, du PS Showcase. C'était un petit peu l'événement de cette semaine. Ensuite, on va parler de 2 jeux qui nous tiennent à cœur, qui est Alan Wake 2 et Alone in the Dark. Et on finira sur une annonce intrigante de l'adaptation d'un film, je dirais pas lequel, mais a priori un gros AAA qui arrive, donc écoutez nos news, vous verrez. En jeu, comme Diablo 4 sort bientôt, évidemment, on va faire le test de Diablo 2 quand même, on va rester dans l'actualité. Et enfin, tu vas nous faire un sujet hors sujet sur Star Trek Picard. Exactement, donc beau programme, il n'y a plus qu'à. Allez, générique. Générique. Les NFT d'Assassin's Creed arrivent bientôt et tout le monde s'en fout. Voilà, ça c'est le titre de ma news déjà, histoire de bien commencer. Donc Ubisoft n'abandonne pas encore les NFT. La société a publié un site web pour Assassin's Creed qui propose des smart collectibles basés sur les technologies donc de blockchain, qui a reçu des réactions, disons, mitigées de la part de la communauté. Les objets de collection sont enveloppés dans un langage cryptique. Cependant, il semble que les acheteurs puissent augmenter leur niveau et utiliser les objets de collection pour jouer très probablement dans le but d'augmenter les ventes en fait. Donc en gros c'est du pay to win bien sale. Vous allez acheter votre NFT, ça va vous donner des boosts in-game. Comme l'a d'abord repéré VGC, ces NFT sont présentés comme des, ouvrez les guillemets, âmes numériques. Et contrairement à d'autres projets de blockchain, les acheteurs pourront commander une figurine physique s'ils le souhaitent, afin de scanner leur téléphone pour les utiliser dans les applications de leur choix. Donc aucune mention du mot NFT n'apparaît sur le site, car voilà, c'est pas spécialement à la mode, on va dire. Mais il s'agit quand même manifestement de jetons non fongibles. Peut-être que le mot NFT fait peur, on va dire, mais en tout cas, ils ne l'ont pas mentionné du tout. La réaction des fans du jeu, frustrés, énervés, on va dire, du fait qu'Ubisoft se soit lancé dans le développement de NFT malgré les bids précédents. Sur le compte Twitter de Smart Collection, il y a de nombreuses réponses négatives de la part des passionnés de la saga. J'ai constaté que très peu d'enthousiasme, mais il y en a quand même, donc ça il faut quand même le citer. La base des fans ne veulent pas de NFT, alors pourquoi ils essayent ? Dernièrement, Ubi s'est gaufré en bourse. À mon sens, il ferait mieux de se concentrer sur le cœur de leur métier, c'est-à-dire le jeu vidéo.
Souvenez-vous de Ubisoft Quartz, ce n'est pas si loin, mais tout le monde l'a déjà oublié. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que quand même Ubisoft en ce moment fait n'importe quoi avec... ils font tout sauf ce que les gens leur demandent en fait, hein. Mais sortez-nous un Splinter Cell, sortez-nous un vrai Assassin's Creed, sortez-nous de nouvelles IP. Pourquoi vous nous sortez des NFT, on s'en fout. Ouais, en plus c'est vraiment le truc je crois qui horripile le plus les joueurs à l'heure actuelle. Les NFT c'est vraiment pas populaire. Et globalement, ce web 3.0, donc le fameux internet décentralisé qui devait changer le quotidien de tout le monde, moi je trouve que c'est plus une repli sur soi qu'autre chose, hein. Je préfère les jeux quand ils sont communautaires plutôt que quand chacun va investir dans un NFT pour se la raconter avec un avatar qui sera plus beau que les autres. Donc franchement, je comprends pas Ubisoft. En plus, j'ai pas en tête un autre projet de NFT dans le jeu vidéo qui a cartonné ou qui a eu bonne presse, et sachant qu'en plus ils sont dans la tourmente, donc aujourd'hui pourquoi faire ça à part la recherche d'argent plus ou moins facile. Mais en termes d'image en tout cas, c'est pas ce qu'on attend de notre fleuron français, comme je le disais, du jeu vidéo. C'est pas très valorisant. C'est vrai que là, Ubisoft sont quand même sur une mauvaise pente, hein. Ils filent un mauvais coton, comme dirait ma grand-mère. Et on voit que c'est pire en pire. Parlons maintenant de PlayStation avec leurs gros événements. La dernière conférence en date, le dernier PlayStation Showcase était en septembre 2021. Il y a le PlayStation Showcase qui se veut être leur gros rendez-vous où on envoie vraiment du lourd en termes d'annonces, etc. Et les petites conférences qui sont un peu plus satellites, qui sont les State of Play. Donc là, on était vraiment sur le PlayStation Showcase, donc le gros rendez-vous pour les fans de la marque et les autres. Et donc en résumé, qu'est-ce que ça a été ce PlayStation Showcase ? Je la fais courte, mais 35 jeux annoncés, donc 4 jeux du PlayStation Studio. Sur ces 4, il y en a 3 qu'on a découverts, qu'on ne connaissait pas. Sur les 35 jeux, il y en a 11 exclusifs, 5 jeux VR, 14 indés, et des scores en effet qui ont montré un certain engouement. Il y avait 1 million de spectateurs sur YouTube, 5 millions de vues en une seule journée, et par contre une conférence d'1h20, comparé à 40 minutes sur celle de septembre 2021, donc qui était beaucoup plus resserrée et condensée. Bref, une très très grosse conf. Et avant d'en détailler un petit peu le contenu et les jeux que j'ai retenus, etc., on va briser la glace. Qu'est-ce que tu en as pensé tout de suite, Kira, de cette conférence du PlayStation Showcase dans sa globalité, avant que, comme je disais, j'attaque les jeux ? Alors pour moi, c'est une très grosse déception. Je vais même dire, c'est la conférence de la loose. Je l'attendais depuis longtemps et j'ai été vraiment très déçu. Sur toute leur présentation, 80% des jeux c'est du multiplateforme. Le VR aux abonnés absents, à part un jeu qui est une suite en plus, mais qui a l'air plutôt bien. Le reste, on s'en fout. On a l'impression que c'était le moment de soutenir leur gadget de luxe, on va dire, et j'ai pas l'impression que ce soit fait. Leur manette console portable, pareil, j'ai trouvé ça un peu osef. Et puis même la démo de Spider-Man, j'ai pas été emballé en fait, à part le petit teaser de Metal Gear. Enfin, j'ai pas été vraiment emballé plus que ça, et vraiment je l'attendais cette conférence. Je viens en plus d'acheter une PlayStation 5, donc c'était vraiment l'occasion pour moi de me faire rêver. Et je me suis... pour moi, elle était même plus mauvaise que la dernière conférence Nintendo, tu sais, qu'on n'avait pas trop apprécié. Je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. C'est un gros pétard mouillé. Là où Sony aurait dû sortir l'artillerie et envoyer du gros, quoi, ou au moins nous faire rêver un minimum. Sur mon sentiment, il rejoint le tien sur le côté déceptif. Après, je pense que dans ce côté déception, j'ai ma part de responsabilité, parce que j'avoue que je m'étais un peu, en termes de hype, je m'étais mis à 1 degré pour dire, même là, je bossais ce soir-là et la conf, je l'ai regardée à 1h du matin tellement que j'étais on fire. Donc il y a eu un gros engouement autour de cette conférence, il y a eu beaucoup d'attentes. Je trouve qu'en plus, Sony, en termes de communication, un petit peu avant, ont beaucoup teasé, on dit que ce serait un événement majeur, très très important, où il y aurait du lourd. Plutôt le compte d'ailleurs PlayStation France sur Twitter, qui a un petit peu roulé des mécaniques. Tous les médias de jeux vidéo ont surhypé en plus, ça va être la conf historique du siècle, enfin bref, tout le monde y est allé un petit peu, et encore une fois, moi le premier, de son niveau d'attente. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi que c'était une conf très en retenue. J'ai vu des belles choses que je vais développer derrière, des jeux qui moi me tentent, en plus sur la scène indé, mais voilà, une conf un petit peu plus en retrait, c'est vrai, avec un PlayStation qui a joué la carte, et tu l'as très bien dit, Kira, dans ton analyse, il a joué la carte du multiplateforme, du jeu multijoueur, de l'indé,
Bref, j'avais l'impression que c'était presque une conférence comme l'aurait fait Xbox en fait, avec miser sur du multiplateforme, du jeu à service, de l'indé, etc. Donc, pas du tout en tout cas de mon côté là où je les attendais. C'est en ça, si tu veux, que j'ai été dérouté. Disons moi. Que ça avait été un petit state of play, je dis pas. Là, c'est quand même le PlayStation Showcase. Encore une fois, on en parlait la dernière fois. Sony amorce le deuxième cycle de vie de la console. On espère également une rupture avec la précédente génération, qu'on puisse avoir vraiment des jeux développés uniquement sur ces machines pour pouvoir en bénéficier au maximum. Et c'était le moment de montrer que PlayStation Studio est très actif et surtout que leur cœur de métier est vraiment leur excellence, si je puis dire. Ce sont les jeux AAA solo qu'ils n'ont pas montré, en fait. Et au final, pourquoi faire un PlayStation Showcase pour ça? Un jour, un grand sage m'a dit « La conférence parfaite n'existe pas, elle est propre à chacun. » Et c'est vrai. Donc, je vais en garder le positif et dire un petit peu les jeux qui m'ont séduit. Donc je vais pas les décrire très vite, je vais les citer rapidement, mais il y avait Phantom Blade 0, une sorte de Sekiro exclusif d'ailleurs à la console, ça faisait partie d'un des titres exclusifs, un Sekiro-like assez sombre, très dynamique, ça m'a fait de l'œil. Ensuite, il y a eu Sword of the Sea par les créateurs de Abzu et Journée, donc pareil, un jeu exclusif, et Journée, on sait l'aura dans la scène indé que ce jeu a. Il y a eu Marathon, donc j'ai republié le trailer parce que j'ai trouvé que c'était le plus beau trailer en termes de mise en scène de la conférence, avec la musique, bien que le jeu, franchement, c'est pas du tout ma came. C'est un jeu qui s'est fait par Bungie, les gars de Destiny, donc ils sont très très bons dans le jeu à service, multijoueur qui est pas du tout mon truc, mais en tout cas le trailer envoyait vraiment du lourd. Ensuite, il y a eu Dragon's Dogma 2, Heroic Fantasy, donc ça pareil, j'avais beaucoup aimé le 1, donc plutôt cool. J'adore le 1 aussi. Aussi, toi, je sais que tu avais beaucoup aimé aussi. Il y a eu Utros, un jeu exclusif Metroidvania avec Elwervo un petit peu à la DA, donc le gars qui avait fait Hotline Miami, enfin le design et la jaquette d'Hotline Miami. Ensuite, il y a eu Neva. Donc par les créateurs de Gris, vraiment un très gros coup de cœur en termes de DA. Je sais pas si t'as vu, c'était un mix entre Princesse Mononoke, Okami, avec un loup assez majestueux, oui, très très joli. Ça, tu vois, ça m'a fait de l'œil. Et pour finir, parce qu'il y a eu Spider-Man 2 évidemment, mais je vais pas m'étendre dessus, Alan Wake, on en parle tout à l'heure, mais il y a eu Resident Evil 4 quand même en PSVR. Franchement, je crois que je vais pas y toucher, ça fait un peu peur quand même. C'était en termes d'immersion, ça a l'air quand même d'envoyer du lourd. Donc en ça, tu vois, j'ai retenu ces éléments-là quand même qui m'ont dit bon, je vais avoir de quoi jouer quand même, ça va être sympa. Pareil pour Resident Evil 4 VR, il parle d'expérience VR en fait, pas de jeu à proprement parler. Donc je me demande si ça va pas être juste des niveaux ou des passages spécialement dédiés à la VR. En fait. Pour l'instant, ce qui se dit, c'est qu'on aurait toute la partie village, mais c'est à confirmer, ils sont encore discrets, t'as raison, tu vois, ils utilisent des termes très évasifs, donc on sait pas trop, mais en tout cas, Capcom est là pour soutenir le PSVR, encore plus que le fait d'ailleurs PlayStation avec ses studios, et ouais, Resident Evil 4 VR quand même, ça, tu vois, je sais que ça va marquer, c'est quelque chose qui en tout cas va faire vendre du casque à mon avis. Pour continuer, on va parler d'Alone in the Dark, donc Alone in the Dark, la sortie du titre a été annoncée, ainsi qu'une démo qui est déjà disponible. Donc, alors il n'y a pas grand chose à dire sur cette démo qui fait plus office de teaser interactif que de véritable démo, clairement. Mais l'une des informations les plus marquantes concerne évidemment le casting choisi par les équipes de Paisis Interactive. À la barre, dans le rôle d'Edward Carnby, on retrouve le très apprécié David Harbour, notamment connu pour son rôle dans la série Stranger Things. À ses côtés, on retrouve Jodie Corner, en fait, qui interprétera Emily Hartwood, une jeune femme que vous avez peut-être aperçue dans le film The Last Duel de Ridley Scott, excellent film, soit dit en passant, que je vous recommande. Donc c'est un casting plutôt prestigieux qui s'offre une modélisation in-game convaincante, en tout cas du moins ce que j'ai pu voir jusque-là. Ce que je peux dire, c'est que l'ambiance de cette démo est top, malgré une qualité graphique très très light, on va dire, et des textures assez fades. Donc après, ça reste un jeu AA, on n'est pas sur un AAA, on n'est pas sur les mêmes budgets que Resident Evil, forcément, mais comme le jeu va sortir avec peu de temps d'intervalle, ça souffre forcément de la comparaison. Ouais, encore une fois, nous sommes aussi sur une démo, donc ils ont le temps encore de peaufiner le jeu, mais ça c'est aussi à préciser. L'autre nom à retenir, c'est celui de Jason, alors je vais essayer de ne pas l'écorcher, ce qui s'appelle Jason Cohen, ou Conan peut-être, c'est l'homme derrière la bande originale du jeu.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alone in the Dark prend place entre la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression, donc une période qui aura connu l'explosion du jazz. Et on trouvera ici, sous sa forme la plus sombre, du jazz, ce qu'on appelle même le doom jazz. Oh, okay. Et c'est vrai qu'à l'oreille, ça rend plutôt bien et ça permet de changer un petit peu les notes en fait. On a tout de suite quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, un petit peu plus glauque en fait, on va dire plus Lovecraftien du coup, parce que ça reste quand même l'inspiration principale. La date de sortie du jeu est annoncée au 25 octobre prochain, donc il sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series XS et aucune version all-gen ne verra le jour. Le tarif annoncé est de 59€ en physique et en démat. Donc j'insiste bien, en physique également à 59€. Tu m'as appris quelque chose sur toute la partie musique, jazz et tout, parce que ça va être dans la démo, trailer interactif. Ça a été un des éléments qui m'ont le plus séduit, la musique. Et donc oui, on parlait de trailer interactif parce que franchement, c'était light, c'était très très court. J'ai même été un peu surpris quand ils utilisent le terme démo. 10 minutes. Voilà, on va pas polémiquer, mais pour moi, c'est pas trop une démo. Mais par contre, Kira, ça donne des idées. Est-ce que ce serait pas la conférence de demain qui devrait être comme ça, où on a des trailers interactifs comme ça qui s'enchaîneraient et le joueur est un petit peu acteur de ces effets d'annonce. Enfin, tu vois, je me dis que je salue l'initiative parce que j'ai pas été très très séduit par cette démo, ce trailer interactif. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée brillante. C'était bien amené, c'était chouette de communiquer. Là-dessus, techniquement, je suis d'accord. Sur un petit détail aussi, donc c'est pas hyper joli, mais tu sais, il y a une boîte à musique au début et quand tu l'actives, il n'y a même pas un petit mouvement du personnage qui va vers la boîte à musique, tu cliques dessus, elle démarre toute seule. Oui. Enfin, tu vois, c'est ce genre de petits détails que je trouve un petit peu moyen, mais en tout cas ils ont quand même réussi à me donner envie pour le cast, l'ambiance sonore, tout ce que le jeu dégageait. On est tous les deux très fans de Lovecraft et en ça je m'y suis retrouvé, donc Alors moi je suis même très confiant. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça reste un jeu à petit budget, et est-ce qu'au final, il n'aurait pas été plus pertinent de mettre des inconnus à jouer les personnages principaux et d'injecter leur salaire dans le développement du jeu en fait. Parce que j'ai peur que le jeu va vraiment souffrir de la comparaison de Resident Evil ou de Dead Space qui est sorti juste avant, qui était, il faut dire ce qui est, tous des claques graphiques. Et c'est vrai que là, on arrive vraiment sur quelque chose d'en dessous. Après, comme je le dis souvent, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu. Il y a des jeux qui sont moins beaux, mais qui restent somme toute excellente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au premier abord à l'aspect graphique en fait, et ça peut décevoir. Donc comme je disais tout à l'heure, Alan Wake avait été présenté pour la première fois en trailer, en tout cas au PlayStation Showcase. Donc trailer assez sympa, d'ailleurs il y a eu pas mal de belles choses, graphiquement ça tient la route, le côté horrifique, on a retrouvé un Alan Wake vraiment éprouvé, donc cool. Rappelons que cette série a été initiée, en tout cas le premier épisode date de 2010, acclamé par la critique, dont toi et moi, tous les deux des gros fans. Exactement. Et donc on sait, avec ce Alan Wake 2 sort le 17 octobre 2023 sur Series S et X, PS5 et PC. Donc et Remedy en profite pour introduire à l'intérieur de ce jeu et de l'univers un nouveau personnage qui sera Saga Anderson, agent du FBI qui enquête sur les événements de Bright Falls, donc la ville où les événements d'Alan Wake ont lieu. Donc il y a eu un communiqué que je ne vais pas lire, mais en résumé, il y aura un petit peu, on suivra les deux protagonistes, donc Alan Wake et Saga Anderson, avec des histoires parallèles mais jouées à tour de rôle, j'imagine, ou en tout cas le joueur pourra jouer ces deux personnages, donc c'est plutôt cool, avec un univers qui sera propre à chacun des personnages et peut-être des éléments de gameplay qui leur sont propres. Donc moi j'imagine peut-être avec Saga Anderson plutôt le côté enquête, résoudre des énigmes, investigation, etc. Et avec Alan Wake plus le côté survivre à l'indicible, à l'horreur, comme le premier épisode nous y a habitués. Donc en ça c'est des annonces, moi, qui m'ont séduite. Mais là où les choses ont commencé à se gâter, c'est pas vraiment sur le jeu en lui-même, mais sur la façon dont le jeu va être distribué. On nous annonce qu'il sera en 100% dématérialisé. Il n'y aura pas de vente physique du tout. Pour justifier ça, ils disent que le prix sera moins élevé à 59,99€, donc 60€. Il y aura une version digitale à 80€. Cette version digitale comprend des skins d'armes,
des skins de personnages. On est quand même dans Alan Wake, ils ont réussi à nous sortir des skins d'armes et des skins de personnages. C'est clair. Et aussi, ils disent que cette version digitale comprendra les 2 extensions. Donc ils annoncent déjà 2 DLC, Night Spring et Lake House. Donc en fait, cette version à 80 €, pour moi, c'est la version du jeu. Donc le jeu, c'est le jeu complet. Voilà, le jeu est à 80 €. Arrêtez de nous mentir, parce que s'ils nous présentent déjà des extensions qui vont sortir quelques temps après le jeu, les extensions ont déjà été réfléchies, elles sont certainement déjà développées ou terminées, et elles font partie certainement intrinsèque du jeu. Donc le jeu complet inclut ces extensions. Faut arrêter de sortir des DLC pour faire genre qu'ils prennent soin de nous. Donc en ça, moi je suis vraiment très déçu de ce côté-là, un peu mercantile de cette Alan Wake 2 dans la distribution, parce que je suis attaché au support physique, mais aussi déjà l'annonce des DLC, des passes et d'une version à 80 €. Donc voilà, un petit peu fatigué de ça, du jeu vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis ? Surtout qu'en plus, on parlait tout à l'heure d'Alone in the Dark, eux ils vont commercialiser leur jeu en boîte à 59 €, c'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus. Donc comme quoi, s'ils veulent, ils peuvent. Et surtout, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, quand tu achetais le premier Alan Wake, en fait, il y avait 2 DLC, mais qui étaient fournis gratuitement avec, en fait. D'accord, je m'en souvenais pas. C'est-à-dire, pour 70 €, si je me souviens bien, tu avais une belle boîte collector, en fait, avec dedans un beau petit guide, en fait, qui représentait le journal d'Alan Wake, en fait, plus un DVD avec des making-of, des choses comme ça. Et donc tout ça pour 70 €, dont les 2 fameux DLC qui étaient inclus avec, sans coût supplémentaire. Comme quoi ils ont bien changé leur fusil d'épaule par rapport à ça. Donc alors certes ils sont devenus indépendants, mais c'est pas une raison pour faire du Ubisoft. Les derniers qui ont fait ça, c'était pour Callisto Protocol, et puis on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas spécialement plu, ça a même énervé plutôt qu'autre chose, et du coup le jeu a un peu bidé, quoi. Ouais, et puis il s'offre déjà une mauvaise presse parce que le tout digital, pareil, c'est pas très populaire. Enfin, le digital est populaire parce que c'est très consommé, les gens achètent beaucoup, mais dès que les développeurs ou les éditeurs commencent à faire les grippe-sous et à dire on arrête le physique, etc. Ça fait grincer des dents. Même chez ceux d'ailleurs qui consomment du digital parfois. Et moi, le côté skin d'armes, passe, les costumes de personnages, tout ça, je pense pas que ce soit essentiel à la sortie d'un bon jeu. Prenons pour comparaison FF16. Yoshida, le producteur, a bien dit que le jeu il sortirait en physique et en digital, bien sûr, que même en physique il n'y aurait pas de patch Day One parce qu'ils se sont assurés que leur jeu il soit nickel avant la sortie, comme ça on a notre jeu et on peut le lancer et pas besoin de connexion internet, pas besoin de patch, il n'y a pas de DLC, bref on achète notre jeu, il sera complet et il sera utilisable dans le temps. Donc là-dessus Remedy, non, moi je suis pas... Ouais, puis à côté de ça, s'ils veulent vraiment pousser les ventes au digital, ils devraient faire l'inverse en fait, c'est-à-dire ils sortent une version simple dans le commerce et ils peuvent faire une édition deluxe uniquement digitale. Quand j'ai acheté Jurassic World Evolution 2, en fait, j'ai pris volontairement l'édition digitale, plein pot, ce qui est quand même assez rare, parce que dedans, dans l'édition deluxe, j'avais des dinosaures en plus, des bâtiments en plus, en fait, que je ne pouvais pas avoir autrement, en fait. Et là, c'était un choix que j'avais, c'est soit je le prenais en version boîte, soit je le prenais en version digitale, et je l'ai pris en version digitale en connaissance de cause. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous mettre le couteau sous la gorge, et c'est quand même pas sympa, quoi. Ouais, surtout que on est encore très attaché au support physique. Oui, c'est clair, avoir une belle collection. Mais le jeu reste prometteur. Le jeu reste prometteur. On crache pas là-dessus. Moi, ça me fait envie. Le jeu, il me tente énormément. C'est ce qu'il y a autour du jeu, en fait, qui est agaçant, en fait. Ouais, c'est le message qui renvoie. Ouais. C'est ça. Un jeu AAA, John Wick, serait en développement. Donc c'est durant la présentation des résultats de Lionsgate, donc le studio propriétaire de la marque John Wick, en fait, pour le 4e trimestre 2023. C'est mis en avant par comicbook.com que Joe Drake a confirmé l'étendue de la franchise avec notamment un jeu AAA en partenariat avec Warner Bros. Games, en fait. Il a dit clairement, nous sommes en train d'étendre cette franchise non seulement dans le domaine des jeux vidéo AAA, mais aussi en examinant la cadence régulière des produits dérivés. Donc la télévision, en développant une série télé directement, ainsi que d'autres films et un 5e film.
En marge de ces plusieurs spin-offs et donc de cette série télé, The Continental, qui est prévue, le jeu vidéo donc AAA qui sera une œuvre cross-média, c'est-à-dire que ce qu'on verra dans le jeu vidéo pourra avoir des répercussions dans les films ou vice-versa. Donc ça, c'est pour ça que j'en parle, c'est le genre de truc qui peut nous plaire en tout cas. Ouais, carrément. On n'en saura pas davantage pour l'instant, parce que le projet reste encore à ses débuts. Cependant, c'est pas la première fois qu'on entend parler en fait d'un jeu de John Wick. La première rumeur est arrivée en novembre 2022, en fait, toujours via la même personne. La seule chose qu'il avait dit à l'époque, c'est que ce serait un TPS inspiration Max Payne. Et donc ça, du coup, ça fait envie. Ça fait envie. Moi, je sais que c'est j'aime beaucoup les 3 premiers John Wick. J'ai pas vu le 4e au cinéma encore. Faudrait que je me bouge pour aller le voir. Le spin-off Ballerina me tente également aussi avec Ana de Armas et la série Continental aussi, parce que le lore John Wick est quand même plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et oui, ça colle carrément avec l'ambiance jeu vidéo en tout cas, et un jeu AAA là-dessus, je dis oui, quoi, 100%. Ouais, ça peut être cool. Il y avait déjà eu un jeu John Wick X qui s'appelait. Oui, sorti en 2021, je crois. Cell shading assez joli, à la 13 ou la Hi-Fi Rush. Un jeu d'action un peu stratégique, C'était une vue de dessus. Vue de dessus, un peu à la MGS ou Hotline Miami, un mix entre les deux, qui avait été bien accueilli par la critique. C'était les devs Tron Identity qui étaient dessus. Avec au doublage d'ailleurs Lance Reddick. Tu sais, tu avais fait un hommage à cet acteur, tu aimais beaucoup. Tu as repris son personnage, ouais. Mais là, ouais. Un jeu AAA dans cet univers, Max Payne, je trouve que ça colle carrément. Un bon jeu d'action bien bourrin. Donc ouais, carrément, ça peut être cool. Moi, j'ai vu que le premier film que j'avais beaucoup aimé. Donc l'univers étendu comme ça, c'est chouette. Moi, ça me tente bien. Après, j'ai les 3 en Blu-ray, je peux te les prêter. Carrément. Le 4, je l'ai pas encore vu, j'en ai que des retours positifs. Après, bon, c'est vrai que je pense que ça risque de se répéter s'ils développent le même concept sur plusieurs films et séries télé et jeux vidéo, forcément. Ça reste quand même un concept simple. Mais c'est vrai que c'est un sens, en fait, sortir un jeu vidéo John Wick, mais oui, en fait, ça colle. Donc ainsi se conclut la partie news. C'est parti pour ton test, donc ton test de Diablo 2. On peut dire que c'est un test rétro gaming, malgré qu'il y ait une ressortie. Et c'est complètement, je pense, même un test rétro gaming, parce que tout ce que je vais dire est valable pour les 2 jeux. Donc ouais, je pense que ce serait pas mon premier test rétro gaming, du coup. Oui. Je suis ému. Et en plus, j'ai intitulé cette chronique, franchement, pourquoi acheter Diablo 4 quand Diablo 2 existe et en plus en remasterisé. T'as vu? Ah oui, on sent le fanboy déjà. Non, mais en vrai, ce serait je suis pas comme ça, je vais pas surfer sur la hype Diablo 4 oui. pour proposer ma chronique Diablo 2, ce serait quand même pas mon genre. Mais j'ai décidé en tout cas de parler de ce jeu qui m'a énormément marqué dans ma vie de gamer, c'est vrai. Donc, la version remasterisée date du 23 septembre 2021, donc c'est pas il y a non plus 20 ans, mais par contre le jeu en lui-même est sorti en juin 2020, donc oui, il y a plus de 23 ans bientôt d'ailleurs. Donc Diablo, est-ce qu'on doit présenter quel style de jeu, parce que voilà, il a inventé presque un style de jeu, donc c'est un hack and slash avec des notions de RPG, donc ce qu'on appelle hack and slash, c'est personnages vus de dessus dans les grandes lignes, et on va défourailler du monstre par vague dans des donjons générés aléatoirement normalement. Et le tout premier hack and slash était Dragon Slayer, puis Diablo, et je citerai aussi Titan Quest que j'aime énormément comme hack and slash. Je sais pas si tu l'avais fait, Titan Quest. Non, en fait j'ai toujours vu la boîte, à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Parce que le côté mythologie, spartiate et tout, je pense que t'aurais pu kiffer. Oui, sinon, il y a The Ascent aussi en hack and slash un peu plus cyberpunk dans l'idée. Et donc, c'est édité et développé par Blizzard. Pareil, je vous présente pas Blizzard, on entend assez parler d'eux en ce moment. Oui, c'est clair. Et donc, comme c'est un test rétro gaming, je vais parler un peu plus de l'histoire que d'habitude. Donc, en fait, l'univers de Diablo se situe dans l'univers, s'appelle Sanctuaire, donc c'est la terre des hommes, s'appelle Sanctuaire, et on suit particulièrement le royaume du Khan Duras, où il y a 3 gros démons. Donc il y a Diablo, il y a ses 2 frères, Mephisto et Baal, et en fait ils sèment la terreur sur Terre parce qu'ils ont été exilés des enfers par leurs propres frères en plus, c'est ce qui est pas cool. Et afin d'arrêter un petit peu le chaos que
que mettent en place ces 3 démons. Il y a l'archange Tyrael, donc on l'a souvent vu, et je pense que vous l'avez tous vu, en armure avec des ailes un petit peu en lumière. Donc il est accompagné de ce fameux archange Tyrael, il est accompagné du peuple des Zoradrim, des mages, et il livre bataille avec ces trois démons qu'ils arrivent à emprisonner dans des pierres d'âme qui vont cacher dans 3 forteresses. Et ça, c'est, si tu veux, Kira, c'est le contexte, le terreau de base à l'univers de Diablo. C'est ces 3 démons qui ont été enfermés par les Zoradrim et Tyrael. C'est le lore, quoi. Après qu'on a dit ça, Diablo 1 arrive, donc le premier jeu du nom. Donc, en gros, ça se passe très longtemps après ce que je viens de citer comme événement, où il y a le nouveau roi du Khanduras qui investit la forteresse où est cachée la pierre d'âme de Diablo, sans trop le savoir. Et petit à petit, l'esprit de Diablo va réussir à s'insuffler, à s'extraire de la pierre et forcer le conseiller du roi à détruire la pierre de Diablo. Et c'est comme ça que les événements du premier jeu se passent. Diablo revient, il sort de sa pierre d'âme et il crée le chaos dans ce royaume de Khanduras. Et nous, joueurs, on doit justement empêcher Diablo de sévir. S'il y a un Diablo 2, vous doutez que à la fin du jeu, ça se passe bien, mais en tout cas, je vais pas dévaler trop d'éléments d'intrigue, même si c'est dur de spoiler un jeu qui a plus de 25 ans. Et Diablo 2, donc, par on ne sait quel événement que je dirais pas, Diablo a été de nouveau renfermé, sauf qu'il prend possession du corps d'une personne qui est le héros qu'on jouait dans Diablo 1 et petit à petit il va voyager, il va traverser le monde en semant le chaos comme il a fait toujours auparavant. Donc on va traverser les plaines verdoyantes du camp des rogues avec les catacombes, les monastères, on va traverser des déserts arides, les déserts de Ludgolain avec ses tombeaux majestueux, on va traverser l'étouffante forêt ou jungle de Kenjistan, je crois qu'elle s'appelle, avec la ville en ruine de Kurast, très très inspirée des Aztèques, pour finir en enfer. Et dans ce Diablo 2, en plus, on a la chance d'avoir l'extension qui est fournie avec la version remasterisée. Donc, tu vois, le jeu nous fait voyager au travers, derrière les pas de Diablo pour justement le retrouver et lui faire sa fête, quoi. Donc, rien de plus qu'un bon scénario de hack and slash. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, c'est ça, et puis ça te permet de voir aussi du pays, quoi, des lieux différents. Bah ouais, tu vois, je l'ai cité, des catacombes, déserts, jungle, etc. Et en termes de gameplay, une fois qu'on a le scénario, comment ça se passe ? Donc historiquement, les hack and slash, c'est le jeu par excellence du clavier et de la souris, puisque normalement ça s'utilise avec la souris. Tu cliques à un endroit, ton personnage va jusqu'à cet endroit-là, tu cliques sur un ennemi, il tape, donc c'est enfantin. Là, dans cette version remasterisée, et donc c'est jouable complètement à la manette. Donc on va déplacer son personnage avec le joystick, on va taper en cliquant sur un bouton. Donc Blizzard a fait au mieux, parce que franchement, passer derrière le clavier souris, c'est pas évident. C'est pas simple. Mais là, franchement, ils s'en sortent bien. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est qu'un peu comme dans les MMO, il y a beaucoup de sorts. Ça dépend comment tu investis ton arbre de compétences, il y a beaucoup de sorts. Donc il faut utiliser parfois certaines combinaisons de touches pour utiliser les sorts. Ouais, pour pouvoir les sélectionner. Là où sur ordi, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais, les touches du clavier. Mais franchement, il n'y a que les habitués vraiment du clavier souris qui seront un peu dépaysés. Sinon, on s'en sort vraiment bien. Blizzard a fait un très très bon travail là-dessus. Et pour repartir un petit peu sur l'univers de Diablo, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, on a plusieurs classes de personnages. On en a 7. Donc, un choix varié. On a l'Amazone d'abord, donc qui est experte de l'utilisation de l'arc et des lances. Voilà, c'est une Amazone, tu vas me dire, oui. Et qui maîtrise en même temps la magie, donc qui peut insuffler à ses flèches de la foudre, par exemple. On a la sorcière, je te donne dans le mille, elle est spécialisée dans la magie. C'est original. De glace, de foudre, de feu. Où elle peut créer aussi des armures, parce que les sorcières, c'est très fragile, donc elle peut se créer aussi une armure de glace. Elle peut donner elle peut débuff les ennemis, enfin leur donner des inconvénients comme le ralentissement avec la glace, etc. Le paladin. Donc le paladin, c'est le tank par excellence, qui est un très bon support dans une équipe. Le tank, il va aussi, enfin le paladin, il va donner des boosts à ses compagnons. Il est il survit très fort. Enfin, il a beaucoup de défense, beaucoup d'attaque aussi. C'est un peu le couteau suisse de Diablo 2. Moi, c'est le perso que j'utilise en mode hardcore dans Diablo 2, parce que tu as un mode Kira, tu sais, où si tu meurs, ton personnage il meurt définitivement. Ta partie, elle est finie, elle est KO. Ouais, là, il n'y a pas intérêt de se planter, quoi. Et ça, pour moi, le paladin, c'est le personnage idéal pour jouer en hardcore.
Ensuite, tu as le barbare, donc qui fait tout dans la finesse, vous vous en doutez. Donc dégâts au corps à corps, il stun, il fait des cris de guerre, bon bref, hein, c'est le barbare. Ensuite, le nécromancien, mon personnage préféré, qui lui, des ennemis qu'il va tuer, il va réussir à faire ressortir des cadavres ou des démons. Et en plus, il a des compétences liées au poison. Donc tous les personnages ont comme ça un peu deux facettes. Tu peux les jouer de deux manières, même plus différentes. Il y a le druide, qui invoque des animaux, qui invoque les éléments, ou qui peut lui-même se métamorphoser en loup ou en ours. Et l'assassin, qui fait de l'infiltration et des pièges. Donc tout ça pour vous dire, j'ai pris le temps de décrire un petit peu chaque classe, pour montrer la profondeur que propose Diablo 2 en termes de compétences. Donc chaque personnage a 30 compétences à débloquer avec des arbres de compétences différents. Donc ça offre Kira une énorme rejouabilité. Des combos en plus, tu peux investir dans différents pouvoirs qui vont avoir des effets entre eux. Donc bref, c'est extrêmement riche en termes de compétences et de gameplay à ce niveau-là. Et pour moi, c'est une des énormes forces de Diablo 2, c'est que tu peux y jouer encore comme moi 20 ans après et tu découvres des nouvelles choses, des builds, des compétences et des choses à faire. Donc comme tout RPG, hein, ces compétences, on les fait évoluer en gagnant des niveaux, mais ça, je vous épargne un petit peu tout ça, c'est du classique. Le classique. En termes de game design, donc, on a 4 chapitres, enfin 5, que j'ai décrit un petit peu avant avec désert, forêt, etc. Mais il y a une ville centrale à chaque fois, avant, où dedans il y a les forgerons, les personnes avec qui tu peux acheter des armes, réparer ton coffre, etc. Et dans les différentes maps que tu vas visiter, tu auras des petits portails qui te permettront de revenir à la ville centrale un petit. Les cartes, les niveaux que l'on va avoir sont générés de façon procédurale, donc aléatoirement. Mais même dans une même partie, si par exemple tu sauvegardes, tu relances le lendemain, le donjon que tu auras fait auparavant, il va être de nouveau régénéré aléatoirement, donc ça offre encore une fois énormément de rejouabilité. Les niveaux sont différents d'une session à l'autre. Et pareil pour toute la partie loot, c'est ça qui fait un peu le sel des jeux hack and slash, c'est quand tu tues tes hordes d'ennemis, tu sais Kira, t'es souvent récompensé par des armes, oui, c'est ça. Des armures, enfin tout un tas d'équipements qui eux-mêmes ont des compétences qui sont générées aléatoirement. Et ça, je dis ça, on était il y a 23 ans déjà. Donc, en ça, il y a tout un système de craft en plus. On peut créer des objets, les combiner. Les équipements ont des systèmes de rareté, épiques, enfin, tu vois. Est-ce que ça, franchement, c'est pas encore complètement d'actualité de nos jours ? Tous ces éléments de game design. C'est clair. Sauf que maintenant, elles sont payantes. Sauf que maintenant, ils sont payants. Oui, c'est déjà un service. Oui, il faut acheter des season pass ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, tu vois, tout est là, quoi. C'était déjà très très riche et extrêmement intelligent de leur part. Donc qu'est-ce que rajoute cette version remaster ? Donc ils ont rajouté du classement en ligne entre joueurs, donc un truc dont on s'en fiche complètement, avec des systèmes de saison. Enfin moi je m'en fiche, mais certains adorent, j'imagine. Ils ont rajouté du multijoueur simplifié et en coop. Le jeu est entièrement jouable en coop jusqu'à 8, Kira, entre potes, cross-platform et tout, donc top niveau, ça c'est super bien. Ouais, carrément. Ils ont agrandi le coffre aussi, ils ont amélioré les graphismes, c'est très joli, ils ont remasterisé toute la partie graphique, les assets, la résolution, etc. Donc c'est encore très 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 joli de nos jours. Donc c'est vraiment la meilleure version pour jouer à Diablo 2 de nos jours. Et donc pour conclure, juste avant ma conclusion, pourquoi ce jeu m'a tant marqué et pourquoi je le trouve vraiment intemporel et pourquoi je disais nonchalamment qu'il n'y avait pas besoin d'acheter Diablo 4 quand Diablo 2 existait. En fait, si tu veux, de par son côté RPG, sa multitude de compétences, comme je disais, tous les builds de personnages qui sont possibles, je trouve vraiment que Diablo 2 valorise le joueur. Il l'incite à se questionner sur les habilités, sur les compétences, les habilités qu'il va choisir pour que ce soit vraiment plaisant et efficace. Donc en ça, c'est un super bon point. De par son ambiance, j'ai passé du temps aussi à expliquer un peu le lore pour expliquer qu'il est riche, il est dense, avec des personnages charismatiques. Diablo, beaucoup de gens connaissent Diablo. L'ambiance sonore est exceptionnelle. Doublage français de très bonne qualité. La musique, bon, je l'ai dit, est magnifique. Et en termes d'environnement, c'est très varié. Donc vraiment un dépaysement qui est total. De par son côté action, donc certes un peu répétitif le côté action, oui, c'est un hack and slash, mais c'est totalement débridé, jouissif. C'est difficile de lâcher la manette et tu sais, il y a le fameux syndrome de allez, encore 5 minutes de plus. Donc voilà, c'est... Et tu passes ta lutte. Ça, c'est vraiment l'inévitable. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi,
aussi, mais de par ces environnements générés aléatoirement qui récompensent l'exploration. Vraiment, on se lasse pas avec Diablo, on est content de découvrir des nouveaux environnements, des donjons cachés, des sanctuaires, des temples, des égouts, mais enfin bref, c'est vraiment hyper satisfaisant en termes d'exploration. Donc ma conclusion va être Diablo, et par extension évidemment Diablo 2 fait partie, moi en tout cas, de ces jeux que je considère qui ont une aura, qui ont contribué à construire un genre, et on parle de Diablo-like, comme on parle de Doom-like, on parle de Metroidvania, donc c'est vraiment entré dans l'imaginaire un petit peu collectif. Ce jeu, moi, m'a marqué en tant que jeune joueur, j'y ai joué il y a très longtemps, je suis intimement convaincu que pour toutes les raisons que j'ai citées, il a contribué à faire de moi le passionné de jeux vidéo que je suis aujourd'hui, et par toutes ces mécaniques, autant de gameplay, de craft, de donjons générés aléatoirement, d'exploration, il a aiguisé aussi ma curiosité et mon ouverture à d'autres styles de jeu. Et donc bref, je le dis encore aujourd'hui, pour moi Diablo 2 c'est le chef-d'œuvre du hack and slash. Et un chef-d'œuvre parmi tant d'autres dans le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est un très très grand nom du jeu vidéo. Un chef-d'œuvre intemporel donc. Et par rapport à Diablo 3, du coup, est-ce que pour toi Diablo 2 est encore supérieur, ou Diablo 3 est vraiment a réussi à sublimer la recette ? Bon, c'est là que je vais me faire des ennemis. C'est marrant, mais t'as vu que j'ai fait très attention de jamais citer Diablo 3 dans toutes ces Ouais, j'ai vu, c'est pour ça que je le fais en fait. Je suis pas un très grand fan de Diablo 3, c'est vrai. J'avais une énorme hype à la sortie de Diablo 3, j'ai acheté les trucs en collector, etc. Mais j'ai jamais retrouvé l'ambiance, l'atmosphère. Est-ce que c'est le côté nostalgique ? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais retrouvé cette patte qu'il y avait dans Diablo 2. Et est-ce que... En plus, c'est la période où Activision Blizzard ont commencé à faire des trucs chelous, tu sais, avec des achats en ligne, des systèmes de saison, etc. Enfin, ils ont commencé à faire des trucs un peu comme ça. C'est vrai que c'est cette période-là. Ils ont dit que Diablo 4 serait justement dans la lignée de Diablo 2. N'était-ce pas, tu vois, l'aveu d'échec de Diablo 3 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous promettent un Diablo 4 comme l'était Diablo 2 à l'époque. Donc encore une fois, oui, tu vois, ça fait écho avec ce que je dis de l'aura qu'a Diablo 2. Mais moi, Diablo 3 est un petit peu à part. Dans mon cœur, c'est Diablo 2 avant tout. Et à l'approche de Diablo 4, t'as vu que même moi, le choix que j'ai fait, c'est de rejouer à Diablo 2 et pas ressortir Diablo 3. Donc c'était la critique de Diablo 2, le remaster. Donc si vous voulez faire du Diablo, c'est celui-ci qu'il faut faire en priorité, on va dire, en attendant Diablo 4, selon les conseils de Sid, bien entendu. Et exactement, cela n'engage que moi. Comme on a dit ici, toutes les critiques sont purement subjectives. Exactement. À mon tour, on va passer au sujet hors sujet, mais juste avant, est-ce que tu veux faire un petit point réseaux sociaux ? Rapide, oui, parce que bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je pense. Donc, rejoignez-nous sur les réseaux. Vous avez Twitter, Facebook, notre site web, latavernedugamer.fr, et surtout, à votre bon vouloir évidemment, mais les petites notes sur les applications, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était pas mal. On rigolait souvent quand les autres le faisaient, mais nous aussi maintenant on en vient à réclamer des petites notes. Donc si vous aimez ce qu'on fait, ça nous fait grand plaisir. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avant tout le partage qui nous anime. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est parti donc pour mon sujet hors sujet. Aujourd'hui, je vais parler de la série Star Trek Picard. Donc c'est une série télévisée de science-fiction américaine, donc créée par Alex Kurtzman. C'est la 7e série en prise de vue réelle de l'univers Star Trek. Elle est diffusée depuis le 23 janvier 2020 sur Amazon Prime Video. Pourquoi je vais parler de Star Trek Picard ? Tout simplement parce que je suis fan de Star Trek en fait. C'est vrai que c'est une saga qui est chère à mon cœur. C'est une série de films et de séries télé du coup de science-fiction qui a pour moi révolutionné le genre, et surtout qui était très très avant-gardiste à son époque, que ce soit de la série Star Trek Original Series ou en passant par Next Generation. Donc dans cette série, Patrick Stewart il reprend son rôle de Jean-Luc Picard de Star Trek La Nouvelle Génération et des films qui ont suivi. La série commence donc en 2399, soit 20 ans après la dernière apparition de Jean-Luc Picard dans Star Trek Nemesis en 2002. Star Trek Nemesis d'ailleurs, qui fun fact, un de tes acteurs préférés dedans qui est... Ah oui, Tom Hardy. Tom Hardy. Le plus grand. Ouais, qui joue le méchant, qui joue un clone de Jean-Luc Picard. Bon, c'était histoire... À ses débuts. À ses débuts, c'est un de ses tout premiers rôles, tout à fait. Voilà, comme ça, vous connaissez un peu plus de choses sur Sid. Il est fan de Tom Hardy.
Au niveau du synopsis, je vais faire court car chaque saison est indépendante et donc chaque saison a un synopsis bien distinct. Je vais uniquement me concentrer sur le synopsis de la saison 1 en fait pour éviter de spoiler la suite de la série. Donc nous sommes donc en 2399 dans le château et vignoble français de Jean-Luc Picard, là où il reçoit la visite d'une jeune femme, donc Daige, qui lui demande son aide. Parce qu'elle est poursuivie par un groupe de Romuliens qui veulent la tuer en fait et elle ne sait pas pourquoi. Picard découvre que cette personne est une androïde biologique basée sur l'esprit de Data, son ami décédé depuis quelque temps, depuis la révolte des androïdes, car maintenant dans l'univers de Star Trek tous les androïdes sont prohibés en fait, il n'y en a plus. Cependant le groupe de Romuliens parvient à la retrouver puis à la tuer. Cela force l'ancien capitaine de l'Enterprise à sortir de sa retraite et de retrouver Soji, son androïde jumelle en fait. Donc c'est une histoire, on va dire, qui est à la fois très simple, mais à la fois très représentatif du personnage de Jean-Luc Picard. C'est un personnage avec des nobles idéaux, en fait, qui a toujours eu l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, en fait. Et comme là, c'est lié à un de ses amis, donc forcément, il va sortir de sa retraite à plus de 80 balais. Et ça se ressent un petit peu, mais je l'expliquerai plus tard. Alors, Star Trek Picard, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une série qui a suscité à la fois l'enthousiasme et la déception chez moi, en fait, en tant que suite de Star Trek Next Generation, qui est une des séries que je préfère de l'univers Star Trek. J'attendais cette série avec impatience, car elle mettait en scène, donc en vedette, le légendaire capitaine Jean-Luc Picard, que j'apprécie également beaucoup. Cependant, en examinant les 3 saisons de la série, on peut noter certains aspects positifs, mais aussi des lacunes et des choix narratifs assez discutables. Tout d'abord, la série elle mérite de ramener donc Patrick Stewart dans le rôle emblématique de Jean-Luc. L'acteur apporte une grande profondeur et une présence magnétique à son personnage. C'est un plaisir de le voir à nouveau dans cet univers et surtout on le sent très impliqué et on sent vraiment que cet univers et son personnage l'habite toujours, malgré le nombre d'années qui séparent des dernières productions. De plus, la série offre un regard approfondi donc sur la vie de Picard après sa retraite de Starfleet en explorant les conséquences de ses actions passées et la manière dont il doit faire face à ses regrets. En termes de production, la série bénéficie d'une réalisation de qualité avec des effets visuels impressionnants et une attention portée aux détails, que ce soit la création des décors ou la création des costumes. L'esthétique visuelle est fidèle à l'univers Star Trek et il est agréable de retrouver certains éléments familiers. Donc ce qui est bien, c'est que quand on pense à Star Trek, on pense souvent à kitschouille, c'est vrai que c'est des vieilles séries qui ont commencé dans les années 60, mais la série Star Trek Picard a su moderniser un petit peu ça, en fait, c'est-à-dire ils ont gardé un petit peu l'ancienne esthétique, et se sont aussi réappropriés l'esthétisme, en fait, des derniers films de J.J. Abrams ou des dernières séries télé, en fait, ce qui donne quelque chose de plus contemporain et de plus facilement regardable pour les néophytes. Néanmoins, la série a malgré tout plusieurs problèmes narratifs. Tout d'abord, elle a tendance à être trop sombre et cynique, ce qui est en contradiction avec l'optimisme et l'esprit d'exploration caractéristique à Star Trek en fait. L'intrigue principale des saisons centrait sur une conspiration galactique et une menace extraterrestre, manque de complexité et de subtilité, ce qui au final est un non-sens également, car Star Trek ça a toujours été assez complexe par moments, même si ça pouvait être bon enfant parfois, on avait toujours quelque chose de très réfléchi et de très travaillé en fait, en termes de scénario bien sûr, mais surtout en termes de thématiques abordées en fait. La série manque aussi de subtilité par moments et un certain manichéisme en fait dérangeant persiste tout au long des 3 saisons en fait. Et quand même loin d'un univers un peu aseptisé à la Star Wars en fait, on reste toujours dans des thèmes assez durs, mais voilà, disons que c'est un peu cousu de fil blanc et on sait facilement à l'avance ce qui va se passer. Les retournements de situation sont donc prévisibles et les motivations des antagonismes sont peu développées, surtout dans l'ignoble saison 2 que je déconseille d'ailleurs. De plus, certains personnages clés sont pas suffisamment explorés et les nouveaux membres de l'équipage de Picard ne reçoivent pas assez d'attention. Puis il reste souvent en retrait par rapport au personnage principal. Les relations entre les personnages sont toujours convaincants et certaines décisions de scénario semblent être prises de façon judicieuse, mais d'autres sont là uniquement pour créer des moments chocs en dépit du bon sens. Et c'est faire du twist pour du twist et je trouve ça vraiment dommage car encore une fois la série nous avait pas habitués à ça l'ADN. En fait. Exactement.
La série souffle également de problèmes de rythme. Certains épisodes semblent s'étirer inutilement, tandis que d'autres sont précipités et manquant d'exploration approfondie. Ça crée une sensation de déséquilibre et d'incohérence dans la progression de l'histoire. En résumé, je suis tiraillé entre l'euphorie d'avoir retrouvé un personnage et un univers que j'adore, et je suis déçu par la tournure des événements. Star Trek The Next Generation est un monument de la science-fiction, et cette suite aurait mérité une plus grande attention en fait, de la part des showrunners. La saison 1 est bonne, la seconde est atroce et inutile, et la dernière saison relève le niveau avec des guests sympathiques, mais on tombe souvent dans le fanservice facile en fait. J'ai malgré tout apprécié, on va dire, suivre cet univers, mais j'ai pas la hype que j'avais à l'époque, et surtout que j'ai pas retrouvé sur d'autres séries comme Strange New World par exemple. Donc c'est une série que je conseillerais vraiment aux fans hardcore de Star Trek Next Generation. C'est pas du tout une bonne porte d'entrée pour si vous voulez vous initier à Star Trek. Donc pour moi c'est vraiment un pétard mouillé. Voilà, tout ce que je peux dire de la série Star Trek Picard, disponible sur Prime. Moi, je suis, comme toi, un très très grand fan de Star Trek. D'ailleurs, je pense que c'est ensemble, grâce à toi et en bonne partie, que j'ai découvert cet univers. Bien que pour moi, j'ai toujours eu un peu plus d'attirance pour Star Trek, Star Wars. Mais ce que je trouve génial dans Star Trek, c'est qu'il y a tout. En fait, il y a tout, mais de façon ultra... Ils ont été très précurseurs. Ils ont fait de l'inclusion avant tout le monde et de façon bien plus subtile qu'on le fait aujourd'hui. Pertinente surtout. C'est vrai, mais ils ont fait du space opéra, ils ont fait de l'action, ils ont fait de l'épisode Spaghetti Popcorn en mode western. Enfin, ils ont tout fait dans Star Trek. C'est une palette hyper variée, aussi variée que la couleur de leur t-shirt qui varie. C'est vraiment hyper varié. Et j'avais fait cette série, j'ai regardé que la première saison de Picard, et j'avais eu le sentiment qu'à la fin ça s'essoufflait, qu'il y avait un petit problème de rythme. Est-ce que ça se confirme par la suite ou pas finalement, cette impression que j'avais eue. Le truc c'est que comme je le disais, la saison 2 est vraiment ignoble en fait. Toute la saison 2 se passe sur Terre à notre époque en fait, un peu comme si c'était un gros filler de 10 épisodes. Et qui n'apporte vraiment rien à l'univers, donc tu peux très bien faire la saison 1 et la saison 3 par exemple. La saison 3 est vraiment plus intéressante, il y a plein de choses vraiment cool dans la saison 3, mais encore une fois, ce problème de rythme en fait est quand même assez dérangeant. Bon après je suis d'accord, Patrick Stewart a 80 ans, on peut pas lui faire tout ce qu'il faisait avant, oui, bien sûr. C'est logique, mais je trouve que la série des fois prend trop son temps là où elle ne devrait pas en fait, et il y a des moments où ça semble un peu rushé en fait, donc c'est comme si plusieurs personnes avaient fait des épisodes chacun dans leur coin pour les regrouper ensemble, sauf que Star Trek Picard n'est plus une série épisodique comme l'était Next Generation en fait, où on avait un épisode, une histoire. Là, on se retrouve dans un format beaucoup plus sériel, où on va avoir 10 épisodes pour une seule histoire, en fait. Et là, du coup, ça devient problématique, parce que le souci, c'est qu'on n'a plus cette sensation de voyage, d'émerveillement, comme on avait avant. Et surtout, on n'a plus cette sensation de fait accompli ou de raccord, en fait. On a vraiment une histoire de 10 épisodes à suivre. Et comme ces épisodes ont vraiment un gros défaut de rythme, en fait, on se retrouve à un moment où on se fait toujours un petit peu chier. Et ça, c'est vraiment problématique pour cette série. Je la comparais tout à l'heure à Star Trek Strange New World, une autre série Star Trek qui est sortie au moment de la saison 2 de Picard, où là, on va se retrouver dans un format qui est beaucoup plus proche des débuts, en fait. Donc, on a une dizaine d'épisodes. Chaque épisode est indépendant. Donc, même si on a une toile de fond derrière, on se retrouve avec des épisodes et des histoires embriquées. Et surtout, on est vraiment proche de l'esprit Star Trek des débuts, en fait. On se retrouve avec toutes les thématiques de Star Trek qui ont été modernisées à notre époque et c'est fait vraiment avec amour. Et sur Star Trek Picard, j'ai plus l'impression d'une suite un peu mercantile. Si vous avez kiffé Jean-Luc, vous allez voir Jean-Luc, on va vous le mettre maintenant. Il est devenu quoi 30 ans après? Voilà. Donc c'est bien, mais au final, c'est dispensable. Et est-ce que la meilleure série Star Trek sur Prime Video, ce serait pas Lower Deck, dont je suis absolument fan? Alors j'aime beaucoup Lower Deck, mais je préfère quand même Star Trek Strange New World. Et en plus, les personnages de Lower Deck en fait vont venir en live dans la série Star Trek Strange New World saison 2 du coup.
Il y aura un crossover entre les deux séries. Donc c'est bien, c'est que c'est un dessin animé d'un côté qui est très second degré, et ils ont casté les personnages pour les faire apparaître dans l'autre série en fait. Et ça c'est cool. Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas Star Trek Lower Decks, c'est la version Futurama, Simpson de Star Trek. Je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. C'est ça. En fait, on suit des seconds couteaux en fait qui ont zéro responsabilité dans un vaisseau de la Fédération, et on suit leur petite vie en fait en parallèle. Et donc c'est forcément un petit peu perché, un petit peu débile, avec des vrais concepts de science-fiction qui sont également très novateurs. Ça, c'est un bon point d'entrée. Ça, c'est un bon point d'entrée parce qu'en plus, le fait que ce soit un dessin animé, ils sont pas limités par le budget en fait. Carrément. Donc ça reste très très cool. Et c'est un bon point d'entrée. Strange New World, du coup, c'est un très bon point d'entrée si jamais vous êtes chaud pour faire du Star Trek. Et pour les enfants aussi, il y a Star Trek Prodigy, qui est une série en 3D que j'ai commencé comme ça un peu par dépit et qui est excellente en fait, avec des vrais thèmes de science-fiction et tout, et c'est une série pour enfants mais qui n'est pas enfantine en fait. Ça infantilise pas les enfants, c'est juste que on va suivre des enfants et des adolescents, mais à côté tout l'ADN de Star Trek est là, avec de vraies thématiques fortes, et ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour l'univers. Donc ainsi se conclut ma chronique sur Star Trek Picard. Si vous voulez la regarder, allez-y. Mais bon, c'est pas une grosse recommandation, on va dire, si vous avez un peu de temps à perdre éventuellement. Mais vous pouvez totalement zapper la saison 2, comme je le disais tout à l'heure. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la fin de cette émission ? Qu'est-ce que tu nous prévois la semaine prochaine ? C'est vrai qu'on fait souvent des teasers qu'on ne respecte jamais. Donc je vais certainement vous parler d'un manga, mais la probabilité est forte que ça tombe à l'eau. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien présenter un manga qui me tient énormément à cœur. Aussi, dans pas longtemps, je vais vous parler de Godzilla, mais pas la semaine prochaine, une autre. Et toi, du coup, le jeu, est-ce que tu sais quel jeu tu vas nous présenter ? Alors oui, je suis dessus. Ça sera un jeu qui est sorti cette semaine. Donc on enregistre vendredi 27. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près 3-4 jours. Un jeu narratif, j'en dirai c'est Gollum. Pas plus. Okay. Non, je parle d'un jeu en fait, pas d'une bouse. Et donc donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Mais ça sera un jeu narratif. Cool. En attendant, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, en fonction de ce que vous faites. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.